Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, je suis très heureux de vous retrouver pour le 8e épisode de Grand Format, l'émission photo où l'on parle regard et culture de l'image. Et c'est le dernier épisode de la saison puisqu'on se retrouvera ensuite en septembre, après un mois d'août de repos pour nous. Mais si on vous manque d'ici là un peu, beaucoup, passionnément, pourquoi pas, vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Grand Format en rediffusion, et notamment, allez, 2 épisodes en coup de cœur, qui sont les 2 derniers. L'épisode avec William Dupuis et un reportage fabuleux consacré à Kibo Mango, cet ancien enfant soldat devenu champion de boxe en RDC, ou l'épisode pour découvrir la pratique de Jean-Baptiste Pellerin, cet artiste photographe qui marie le street art avec le portrait de rue, et dont je suis sûr que vous avez déjà vu des images placardées comme ça sur les murs de Paris, au-dessus des pignons des Porsche. C'est quelqu'un qui fait partie un petit peu du quotidien urbain. Une émission grand format, donc, qui vient compléter les masterclass et les photojams de Studio Gimini, notre site de formation en ligne à la photographie, que je vous invite d'ailleurs chaudement à découvrir pour peu que vous ne le connaissiez pas déjà. L'émission ce soir est en direct. Bonjour Brigitte, bonjour Lionel, bonjour Marc. Je vois qu'il y a des gens de Belgique, du Luxembourg, du sud de la France. J'espère que tout va bien chez vous. Je suis très heureux de vous retrouver. Un petit mot classique en début d'émission. Vous savez, un abonnement à la page YouTube, un partage, un commentaire, ce sont des petits gestes, mais qui vont nous aider grandement pour le référencement de la chaîne. Donc un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Sylvain, mon acolyte et ami de Studio Gimini, est en coulisses. C'est lui qui règne sur la régie de cette émission. Donc n'oubliez pas aussi de lui glisser un petit coucou dans le chat. C'est lui qui vient d'écrire coucou tout le monde parce qu'il regarde en même temps qu'il gère les différents plans de caméra. Il regarde le chat de l'émission pour faire remonter certains messages. Donc si vous avez des questions en cours d'émission, n'hésitez pas à les poster sur le chat et on essaiera autant que possible de les faire passer à l'antenne. Et puis, durant cette émission, je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné de 2 chroniqueurs aussi passionnants, vous le verrez, que bronzés, vous le verrez également, Vincent et Sabrina qui vont venir à l'écran, qui apparaissent là. Salut Vincent, salut Sabrina. Bonjour, Bonsoir. bonjour Ilan, Vous allez bonjour bien à tous. Très très bien. Bon, le Merveilleusement. menu de l'émission s'affiche ou va s'afficher en bas de l'écran. Je vais vous demander en fait quel est le sujet de votre chronique, et puis on va commencer par toi, Sabrina. Dans tes chroniques, tu nous emmènes en balade sur les chemins de l'inspiration et de l'expérimentation photographique. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien, Hélène, tu parles de balade. Ce soir, je vous emmène sur une route photographique à 2 voies, en quelque sorte, un peu pour 2 fois plus d'images. Voilà. Ouais. Eh ben, on n'en dit pas plus et on va découvrir ça, puisque ce sera la première chronique donc qui ouvrira l'émission. Et ensuite, après ta chronique, il faudra sortir vos parapluies, peut-être vos bottes fourrées. J'accueillerai le grand invité de cette émission, Christophe Jacquot, qui est en coulisses actuellement. Christophe s'est fait une spécialité rare et passionnante, photographier les sales temps, les temps de chien, les pluies torrentielles, les blizzards, les chutes de neige dantesques, et que ce soit à Hong Kong, à Paris, sur les falaises d'Étretat ou dans les forêts du Vercors. Ces sales temps nous invitent à un voyage réellement époustouflant et poétique, à ne manquer sous aucun prétexte. Donc ce sera le cœur de l'émission. Et enfin, ensuite, on terminera, Vincent, avec une chronique. Et apparemment, tu nous as proposé un sujet gonflé. Ah bah c'est chronique people ce soir, qui sur les célébrités, les couples célèbres de l'histoire de la photographie. Et là, je dois dire qu'on dépasse tous les plafonds de la célébrité, dans la mesure où c'est probablement la photographe et l'appareil photo les plus connus de tous les temps. Donc, Kim Kardashian et son iPhone. Très bien. Une chronique garantie sans Botox qu'on retrouvera en cerise sur les gâteaux de l'émission. Voilà pour le programme. Faire des blagues, je pense, là-dessus. Non, on va pouvoir en faire. On est sur une émission estivale, on va y mettre de bonne humeur. En tout cas, je suis très heureux de faire cette émission
avec vous. Vincent, tu vas momentanément retourner en coulisses et on se retrouve ensuite pour ta chronique tout à l'heure. Ça marche. À tout de suite. Et puis Sabrina, tu restes avec moi et tu vas consacrer ta chronique à un sujet à 2 voix. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors après les sujets que j'avais abordés précédemment, plus sur la technique photographique, cette fois-ci, on va parler non pas de technique, encore que, mais plutôt de composition. Alors, quel type de composition? Il y a plein de choses à dire sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, mais je vais centrer un peu plus cet atelier sur le diptyque. Alors en grec, bon, moi j'ai pas fait de grec à l'école, j'ai fait quelques petites recherches. Diptychos, ça signifie 2 volets. Alors dans ce cadre-là, l'idée c'est d'associer des œuvres, que ce soit en peinture, en sculpture ou autre, de les associer par 2 pour qu'elles se répondent, qu'elles se complètent ou se suivent de manière cohérente. Cette façon artistique de travailler, elle n'est pas récente, mais de mon côté, j'ai découvert ça un peu tardivement, ou plutôt je m'y suis intéressée tardivement. Et dans tes ateliers, donc les ateliers que tu nous proposes dans ces chroniques, tu proposes des expérimentations, des exercices. Quel est selon toi l'intérêt justement de se lancer dans le diptyque? Alors, l'intérêt de cette pratique, c'est vraiment de mettre en regard 2 images qui, au départ, peuvent être totalement différentes. Alors, ça va être pour accentuer un élément, pour souligner une similitude ou au contraire, montrer les contrastes. Les photos, elles peuvent être de format identique ou pas, selon les effets recherchés. Et là, on peut travailler aussi le diptyque, tu me disais, pour raconter une histoire. C'est ça. Moi, je suis Studio Gimini et l'équipe depuis presque le début. Et j'avais été interpellée par une masterclass de Julie Poncet sur la série photo artistique. Et j'avais trouvé ça vraiment super. Donc, ça s'appelait Petit meurtre en couple. Et il y avait un petit défi qui avait été organisé pour réaliser à notre tour une série artistique où le but était de raconter une histoire en seulement 2 images, donc le diptyque, avec un petit thème, donc les petits meurtres en couple. Et j'avais participé à ce petit concours à l'époque. Voilà ce que ça avait donné. Ouais, c'était pour resituer, c'était effectivement une photo jam. Oui. Il y a la masterclass de Julie Poncet, donc, qui est sur Studio Gimini. On l'a suivie sur un projet photo complet où elle montrait comment elle construisait comme ça une scène, un diptyque d'un petit meurtre en couple, qui est une série au long cours qu'elle propose. Et on avait accompagné cette masterclass d'une photo jam et d'un exercice photographique. Et effectivement, c'est ton image que l'on voit à l'écran en diptyque, voilà, celle-ci, sur la thématique du petit meurtre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette image, de ce que tu as voulu faire? Alors, c'était pas évident parce que c'est un exercice que je n'avais jamais pratiqué. Et quand j'ai voulu participer à ce défi, il a fallu déjà que je trouve les protagonistes. C'est tombé sur ma sœur et mon beau-frère. J'avais pas vraiment de scénario en tête quand je suis arrivée chez eux. Et puis au moment où je suis arrivée, tout simplement, ma sœur sortait du linge de sa machine. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé tout de suite à ce petit scénario. Je me suis dit, tiens, elle découvre un mot doux dans la poche du pantalon de son mari avec des traces de rouge à lèvres, un numéro de téléphone. Et là, du coup, sur la première image, on la voit face à son lave-linge, elle a vidé les poches d'un pantalon, comme on pourrait tous le faire quand on met du linge sale à laver. Cette première image, elle montre rien de particulier. Et puis, c'est la deuxième image qui va vraiment révéler toute l'histoire. En changeant de point de vue, on constate dans son autre main le mot doux et en arrière-plan le cadavre de son mari. Du coup, là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend, avec l'accessoire aussi que j'avais positionné près de lui,
de quelle manière ça s'est passé, et du coup, c'est là que l'histoire prend toute sa place. C'est un exercice effectivement qui était très intéressant à proposer et pour lequel on a eu des propositions et des travaux qui étaient réellement très intéressants. En c'est à fait, ce moment-là que oui, tu as commencé à travailler le diptyque, toi, de ton côté. exactement. Ça m'a vraiment mis comme une petite puce à l'oreille. J'ai dit, ah tiens, c'est très très intéressant ça. Pour moi, c'est un exercice qui permettait finalement d'aller encore plus loin qu'une simple prise de vue, une prise de vue unique. L'idée là, c'est vraiment de réfléchir à l'association d'images, donc soit pour raconter une histoire sur le fond, mais aussi ça permet de lier deux prises de vue vraiment sur la mise en forme. Alors bon, contrairement aux autres ateliers, là, il n'y a pas vraiment de technique particulière avec le boîtier ou les réglages, mais c'est plutôt des contraintes ou plutôt un cadre. Et il y a plusieurs cadres qui sont possibles. Le premier que j'ai pu mettre en avant un petit peu avec toutes les expérimentations que j'ai pu faire, c'est l'association avec deux formats différents. L'idée, c'était d'avoir une image en portrait, une image en paysage. Ça a vraiment été ce que j'ai fait la première année, parce que j'ai suivi ces défis de diptyque plusieurs fois, en suivant des défis 52, donc un diptyque par semaine. Et donc là, c'est vraiment l'association de deux formats d'images différents. Ouais. Tu nous expliques un petit peu comment tu as procédé, par exemple, les coulisses de cette image. Est-ce que tu as associé les deux images après les avoir prises ou est-ce qu'il y a eu vraiment une intention avant la prise de vue de travailler un diptyque? Alors pour celle-ci, c'est vraiment le tout premier diptyque que j'ai pu faire sur les toutes premières séries. Donc j'étais vraiment sortie en photo dans cette optique-là. C'est-à-dire que je cherchais vraiment les deux images que j'allais pouvoir, les deux premières images que j'allais pouvoir associer. Donc j'étais en balade dans un village de pêcheurs, c'était sur le bassin d'Arcachon au Cap Ferret. J'avais pas vraiment d'idée particulière en tête, si ce n'est donc cette contrainte des deux formats différents. Et je me suis un peu laissée porter par la déambulation dans le village, dans les petites ruelles, en étant attentive à ce que je pouvais voir. Et puis vraiment, ce qui m'a sauté aux yeux, bon, c'est un village de pêcheurs, c'est les cordages. Il y a des cordages un petit peu partout, sur les bateaux, les filets de pêche, les nasses, autour des maisons. Alors, du coup, mon choix s'est porté sur les cordages et j'ai choisi une corde qui était bien rangée, nouée sur le sol. Et puis, je suis tombée sur une autre corde qui était le long de cette façade de cabane en bois et qui permet, en fait, en tirant dessus, de relever le store. Et j'ai bénéficié en plus d'une belle lumière matinale qui ajoutait, je pense, à l'ambiance des photos. En fait, je suis rentrée, j'étais plutôt contente de ce premier essai, en fait. Donc là, on a vu que le diptyque, il pouvait y avoir deux formats, l'association de deux formats différents, ici paysage et portrait. Il peut y avoir également l'association de deux formats identiques, comme on le voit à l'image là. Exactement. Alors, quand j'ai eu terminé cette première année de diptyque avec des formats différents, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour changer un petit peu. Et je souhaitais continuer à travailler sur ce format diptyque. Et là, je me suis concentrée sur l'association de formats identiques. Alors, c'était deux portraits ou deux paysages, et j'ai alterné une fois sur deux. Effectivement, on voit à l'image, donc portrait, paysage. On voit aussi, on se rend compte en tout cas que sur la forme, le travail sur le diptyque peut être très libre en fait. Est-ce que toi, et on sait aussi que la contrainte, c'est souvent un bon outil pour la créativité. Est-ce que tu peux donner quelques axes de réflexion, quelques pistes si on veut expérimenter le diptyque? Alors, comme sur mon tout premier diptyque, alors j'avais associé deux éléments identiques, mais on peut aussi aller plus loin et raconter une histoire vraiment sur le fond.
plutôt comme les petits meurtres que j'avais proposés pour le défi. C'est une histoire qui peut être interprétée différemment d'ailleurs selon les personnes. Ouais. Là, on a une image d'un carrelet, je crois, de pêche, c'est ça? Exactement. Sur l'estuaire de la Gironde, c'est ces petites cabanes de pêche de pêcheurs sur pilotis. Là, le carrelet, c'est à la fois le poisson qui est pêché et le filet, la nasse avec lequel il les attrape. Et du coup, j'avais fait cette sortie photo dans l'idée de photographier simplement les carrelets sur l'estuaire de la Gironde. Et puis, je suis rentrée à la maison et j'ai dit, tiens, il faut passer à table. Et j'ai dit, tiens, une envie de poisson. Et j'ai essayé, pour le coup, d'associer la suite, en fait, de cette première image. J'ai essayé de respecter un petit peu les tonalités avec la colorimétrie. Et alors bon, en réalité, sur cette image, le poisson, c'est pas réellement un carrelet, mais bon, peu importe. L'idée, voilà, c'était de dire le fruit de la pêche, elle se retrouve sur cette deuxième image. Et là, on a une image de paysage et une image qui est plus dans le culinaire pour la deuxième image du poisson. Et là, on a une image où la narration est soulignée de façon plus importante. Comment tu as eu l'idée de ce diptyque là, par exemple? Alors pour celui-ci, j'étais en train de consulter un livre qu'on m'a offert qui s'appelle À travers. Et sur la couverture, il y a ces deux cercles comme ça qui sont troués au travers duquel on voit l'image d'après. Et ça m'a donné tout de suite l'idée de l'associer avec l'objet qui permet de voir à travers. Donc j'ai récupéré ma paire de jumelles et j'ai associé les deux. Donc là, c'est vraiment à la fois je me mets dans la position du photographe qui voit, enfin de la personne derrière les jumelles. De la personne derrière les jumelles, en montrant ce que je vois et en montrant avec quoi l'objet qui me sert à ça. Donc là, je trouvais vraiment sympa d'associer les deux, quoi. Lionel, d'ailleurs, le dit sur le chat, c'est une approche très créative. On peut avoir de la narration. On parlait de contraintes tout à l'heure. Toi, tu te mets pas mal de contraintes, des fois pour tester, pour expérimenter. Aussi, pour le diptyque, photographier peut-être un même sujet, mais en changeant d'angle de vue. Exactement. Donc toujours en associant ces deux images. Quand on débute la photo, on apprend souvent à essayer de photographier un même sujet de différentes façons. Et ben là, c'était pour moi le même exercice. C'était de choisir un même sujet et de le photographier complètement sous des angles différents, avec des focales différentes. Voilà. Donc là, il y a une vue de dessus et vraiment une vue complètement latérale avec un petit flou d'arrière-plan. Je trouvais que ça amenait un petit quelque chose sympa. Ouais, une autre image comme ça, en choisissant, là, pas en tournant autour du sujet, mais en modifiant, en testant différentes focales, en fait. Exactement. Donc là, c'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est quand même des photos qui sont deux images qui sont prises vraiment au même endroit. Alors, pareil, mes pieds en train de me promener et je montre où je me promène, donc dans ces forêts de sapins, donc c'est très sympa. Ouais. Là, l'objectif quand même, on voit que c'est une expérimentation, ça permet véritablement l'expérimentation de travailler le diptyque, de donner des pistes comme ça créatives pour s'y atteler, pour s'y essayer. Il y a un autre aspect de ton travail d'expérimentation comme ça sur le diptyque qui m'intéresse beaucoup, c'est quand tu fais coïncider différents deux points communs visuels d'une image. Oui. Là, c'était vraiment l'idée de continuité visuellement sur les deux images. Deux images qui peuvent ne rien avoir en commun d'ailleurs. Sur celle-ci, bon, c'est pris effectivement au même moment, mais ça peut être des contextes complètement différents et il va y avoir une ligne comme un fil comme ça qui va rejoindre les deux images et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un exercice que j'ai fait un peu après. J'ai découvert un peu après. J'ai dit mais tiens ça peut être vraiment intéressant
Parce que voilà, encore une fois, sur ce soleil là que j'ai pris à moitié d'un côté, à moitié de l'autre, j'ai rassemblé ça. Ça pourrait presque être une seule image, celle-ci. Oui. La seconde, on voit bien que les deux images sont pas les mêmes, et pour autant, il y a quand même cette ligne vraiment qui rassemble les deux. Mais on sent l'inspiration aussi des projets 52 dont tu parlais et qui ont été importants, toi, dans la façon dont tu t'es construite et aussi trouvée peut-être visuellement. C'est d'arriver à tester, à expérimenter toujours, à jouer avec, trouver des points visuels communs, à jouer sur les textures également, à travailler sur les différentes textures d'un même objet ou d'un même ingrédient. C'est ça, voilà. Donc celle-ci, par exemple, je cuisinais, et puis en coupant, j'ai décollé une pelure d'oignon, et puis ensuite je découpais de fines tranches. J'ai dit, mais ça c'est sympa, il y a des lignes partout, c'est un même objet, et puis je voulais quelque chose d'un peu abstrait à la fois. Donc voilà, j'ai associé ces deux images. Donc là, c'est un peu de la photo culinaire, de la macro-photographie, de la photo un peu abstraite, voilà. Ouais, moi, ça me fait penser à des robes de flamenco, un petit peu. Je sais pas pourquoi. Il y a l'univers du flamenco D'accord. qui m'est évoqué par le nom. Écoute, ça n'engage que moi. Oh, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les histoires peuvent être interprétées complètement différemment par les gens. Là, on voit C'est la magie des diptyques. Tu vas jouer sur les différentes sortes d'écorce. Oui. Ça permet de voir, franchement, ça permet quand même de travailler, je trouve, de façon extrêmement intéressante le regard que de travailler ces diptyques avec cette approche, en tout cas. Oui, tout à fait. Il y a encore une image probablement qui va montrer un petit peu le travail sur les contrastes aussi. C'était chercher, on cherche beaucoup les similitudes, et là c'était vraiment chercher un petit peu la différence, ou voilà. Ouais, là on a l'impression d'avoir vraiment le négatif Exactement. de l'image. C'est deux arbres différents, mais d'avoir vraiment le négatif en tout cas. Ouais. Alors après, pour le reste, c'est libre cours à son imagination. Les diptyques, c'est une vaste cour de récréation. On va pouvoir pratiquer toutes les techniques qu'on souhaite, de la macrophotographie, de la photo de paysage, de la street photographie, les portraits, pourquoi pas. J'ai pas fait beaucoup de portraits, mais c'est une piste à envisager. Le culinaire, vraiment tout est possible. C'est vraiment le regard et la réflexion photographique qui vont s'établir un peu différemment dans le diptyque que pour les photos habituellement, j'ai envie de dire. La prise de vue photographique unique, elle est à un instant T et à titre individuel. Là, vraiment, dans le cas du diptyque, la démarche, elle est complètement différente. On va prendre une photo en imaginant déjà la suivante, ou en se disant, tiens, la précédente, j'avais pris ça, qu'est-ce que je peux associer avec ? Le lien aussi peut se faire de façon tout à fait fortuite. Par exemple, lors d'un editing, on se dit, ah tiens, ces deux images, elles pourraient coller ensemble. Là, c'était pas prévu. Mais personnellement, je trouve que l'exercice, il est quand même plus intéressant si la démarche d'association, elle se fait de façon pleinement consciente. Voilà, il va vraiment s'agir d'imaginer ce qui peut fonctionner, ce qui pourrait fonctionner. Et voilà, c'est une sorte de chasse, c'est presque une traque, hein, une traque à l'image. Donc voilà. Alors du coup, aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison. Ce que je vous propose pour cet été, c'est de compter jusqu'à 2 et pour créer vos plus beaux diptyques. Voilà. Ouais. Eh ben, écoute, je pense que c'est un bel exercice possiblement pour l'été. Merci beaucoup, Sabrina. Moi, je sais que tu expérimentes beaucoup en photographie. Je l'ai déjà dit, il y a eu le mixang, le diptyque aujourd'hui. Est-ce que tu saurais dire d'ailleurs si ces expérimentations t'ont permis et dans quelle mesure, toi, de te trouver photographiquement, de trouver ta voix ou ton style? Alors, moi, je suis de nature très curieuse et j'aime bien effectivement expérimenter tout un tas de choses, surtout en photographie. Et oui, ça m'a clairement permis de dire
ce qui me plaît ou ce qui me plaît un peu moins. En fait, quand on commence à photographier, on ne sait pas toujours ce qui nous plaît vraiment. On se perd un peu, que ce soit dans tout le matériel, que ce soit dans tous les domaines photographiques. En fait, mon conseil, dès le début, c'est faire simple. Un boîtier, un objectif, par exemple un transstandard, souvent c'est ce qu'on retrouve dans les kits, et se challenger par contre avec des thèmes. Par exemple, prendre 10 photos au 55 mm, ou alors faire des photos uniquement à pleine ouverture. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est ce que je continue de faire régulièrement parce que j'adore ça, en fait. On découvre toujours des nouvelles techniques. Par exemple, l'ICM que j'avais présenté sur un précédent atelier, l'Intentional Camera Movement, le mouvement volontaire de l'appareil photo, c'est une technique vraiment que j'adore. Je l'utilise régulièrement et j'ai d'ailleurs une petite série en cours que j'ai faite lors d'un voyage dans les 5 terres en Italie. Je suis en train de préparer ça et je suis super contente. Et puis, ces expérimentations, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres photographes. C'est aussi sympa de rallier tous ces gens autour de soi. J'ai la chance d'avoir rencontré des gens passionnés comme moi. Et j'organise un petit peu régulièrement des ateliers, des défis ateliers comme ça en petits groupes et on progresse super bien. Et vraiment, ça développe le sens créatif et c'est ce que j'adore. Eh ben, super. Merci beaucoup, Merci Sabrina. à vous. Et vous savez, vous qui nous regardez, comment vous pouvez occuper votre mois d'août avec une chronique qui, j'espère, vous donnera envie et vous a donné envie d'expérimenter seul, en club ou avec d'autres personnes, comme le fait Sabrina. Merci beaucoup, Sabrina. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour se dire au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est temps maintenant d'accueillir le grand invité de cette émission, Christophe Jacquereau. Christophe est un formidable photographe dont je vous avais déjà parlé dans une recommandation de fin d'émission d'un précédent épisode de grand format. Et je suis très heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Dans cette interview, nous vous invitons à la découverte de ces saltans et probablement pourrez-vous glaner aussi quelques conseils ou sources d'inspiration pour vous aussi développer votre sens pratique. Alors en direct d'une chambre d'hôtel parisien, salut Christophe. Bonjour. Ça va ? Oui. Bon, un peu fatigué, j'ai fait beaucoup de routes aujourd'hui, mais ça va. Oui, tu viens de Poitiers, c'est ça ? Ouais, enfin j'étais dans la Drôme, je suis monté à Poitiers et après je suis monté ici à Paris. Eh bien, écoute, on est d'autant plus content de t'avoir avec nous. On te libérera d'ailleurs à la fin de l'interview parce que je sais que tu as une soirée chargée également. En tout cas, encore une fois, merci d'être avec nous. Moi, tout a commencé dans ton travail, peut-être, si on fait un petit historique, avec une commande. Tu devais photographier des lieux parisiens pour un guide touristique. Et dans le cahier des charges, il était précisé qu'il fallait impérativement qu'il y ait du soleil à ce moment-là. Or, pas de bol, ou alors au contraire, ça a peut-être été ta chance, il y avait un temps de chien à ce moment-là à Paris, et c'est là que tu as commencé à chercher, à creuser un univers visuel qui est devenu le tien, celui des Saltans. Est-ce que tu saurais nous dire, peut-être pour commencer, ce qui t'a plu comme ça dans ce Paris sous la pluie ? Au départ, c'était un contre-pied en fait, parce que j'avais cette commande et il y avait un impératif. J'avais ramené quelques premières photos. Il y avait 600 lieux à photographier. On était 6 photographes. On avait chacun 100 lieux à faire. Donc c'était une place, un monument, un boulevard, un machin. Il y a de quoi faire. C'est pas les lieux qui manquent à Paris. Et j'avais ramené les premières images il n'y avait pas de soleil. Et on m'a dit non, il faut du soleil, c'est impératif. Il faut une ambiance lumineuse et ensoleillée. Soit. Et c'était un printemps bien pourri, ça n'existe plus trop maintenant, mais c'était un printemps très pluvieux. Et en fait, c'est né comme ça. En fait, j'ai dit mais ils m'emmerdent avec leur soleil. Et je me dis tiens, Paris sous la pluie, voilà. C'est né de ce contre-pied, en me disant mais quel univers visuel je peux dégager avec cette idée-là, tout simplement. Voilà, j'ai répondu à la commande aussi, hein, je tiens à le préciser. Mais voilà. Tu as répondu à la commande, mais tu as trouvé, en tout cas, et creusé, parce que tu aurais pu photographier Paris et puis t'arrêter là. Mais je voulais m'arrêter là. Hein. Ouais.
Alors pourquoi tu as continué? Ça m'a rattrapé. J'étais parti j'étais parti à Shanghai. Ouais, c'est ça, Ouais, Shanghai. Pendant un mois, chez un Français qui vivait là-bas et pour faire autre chose. Et puis le sujet m'a rattrapé. Un jour, il a bien plu fort et je lui ai dit mais merde, ça m'amuse bien quand même cette histoire de pluie. Et je me suis dit je vais continuer. Et donc là-dessus, en fait, Shanghai à l'époque, c'était un peu un gigantesque chantier. Donc il y avait des travaux partout. Donc c'était un peu problématique. Donc je suis allé faire un saut à Hong Kong, qui était à 2 heures d'avion, même pas 2 heures de vol. Et là, je rêvais d'aller à Hong Kong. Donc là, j'ai adoré cette ville et je me suis dit, mais je reviens pendant la mousson. Et donc j'ai passé deux fois 15 jours à peu près là-bas, en mai et en août, pour faire une série qui s'appelait tout simplement Hong Kong sous la pluie. Ouais, alors je crois que c'est une image justement issue de cette série. Ouais, c'est un peu l'image emblématique de cette série. À l'écran. Et tu as répondu en gros à la question parce que j'allais te poser. Je voulais savoir si toi tu avais fait le voyage dans la seule optique de photographier Hong Kong comme ça sous la mousson, ou si ça s'était trouvé au moment d'un voyage. Ah non. Pardon. Non. Après, j'avais vraiment clairement décidé. Je suis allé repérer à Hong Kong. Donc, j'étais passé 2 jours à Hong Kong. J'ai 3 jours. C'était au mois de février, je me souviens. Donc, je suis baladé. J'ai repéré la ville en me jurant d'y revenir pendant la mousson. Ouais. En mai, qui démarre au mois de mai, quoi, jusqu'à début septembre. Et là, on voit cette image avec une ambiance qui est une ambiance extraordinaire. Quand tu photographies comme ça des pluies torrentielles, puisque là on est sous la mousson. Ça tombait, ouais. Est-ce qu'il faut être, tu dis que tu as repéré les lieux, mais est-ce qu'il faut être préparé pour prendre ce genre de photos au niveau de, ma question est peut-être un peu naïve, mais au niveau de l'habillement ou au niveau du matériel? Est-ce que tu as une préparation spéciale, toi? Le problème, c'est que c'est le matériel, l'habillement. On s'en prend plein la figure, mais il fait chaud, il fait 30, 28, 29 degrés avec un taux d'humidité de 90%, donc ça fait du bien même quand il pleut. Par contre, le problème, c'est les dégoulinages, il y en a partout, quoi. Et donc le problème, c'est l'appareil photo. C'est protégé. Je sais pas, il faut que je regarde ici peut-être. C'est protégé. Non, mais regarde là où tu es le plus à l'aise. On est je regardais l'image. En fait, c'est protéger l'appareil photo. Donc je mets une espèce de sacoche en plastique dans lequel il est. Mes mains sont enfilées. Et voilà, donc ça protège. Je peux être sous la pluie battante, l'appareil photo ne reçoit pas l'eau, mais il souffre quand même parce qu'il y a une humidité ambiante qui est quand même très forte. Et j'y ai laissé quand même presque 2 boîtiers, quoi. Ah ouais. Ouais. Le premier boîtier, en fait, au bout de 6 mois, toute l'électronique était morte. Donc je l'ai fait remplacer, mais ça m'est pas coûté cher, à ma grande surprise. Donc ils m'ont remplacé le capteur et tout ça. Et puis le deuxième boîtier, il s'est mis à déconner. Voilà. Bon, mais oui. Et puis il y a le problème aussi. On peut supposer que l'électronique, effectivement, aime pas trop l'humidité. Ouais, enfin ça s'est amélioré. Il y a le problème aussi de la condensation à l'intérieur des optiques aussi, qui est un vrai problème avec les chocs thermiques. Quand on quitte l'hôtel, par exemple, qui est climatisé à 18, 19 degrés, qui est plutôt sec, et qu'on passe à l'extérieur, on est à 30 avec un taux d'humidité de 100% même quand il pleut. On va voir une deuxième image comme ça de Hong Kong sous la pluie. Moi, ce qui me frappe, c'est la même. Je trouve qu'il y a un univers graphique qui est très cinématographique dans ces images. On peut penser à Wong Kar-wai. Dans d'autres images qu'on verra peut-être, il y a un univers qui, me disait une amie photographe, lui fait penser à Blade Runner. Est-ce que le ciné, pour toi, est une source d'inspiration importante? Oui. Ouais. Oui, j'adore le cinéma. J'ai évidemment vu les films de Wong Kar-wai et Blade Runner. Blade Runner, c'est peut-être l'ambiance. Oui, parce que Blade Runner, effectivement, dans Blade Runner, il y a beaucoup d'enseignes avec effectivement les typographies asiatiques chinoises. Beaucoup, il s'amusait avec ça. Donc c'est peut-être pour ça, et qu'il pleut beaucoup dans ce film. C'était une des forces de ce film d'ailleurs, c'est qu'il pleuvait tout le temps. C'était un peu le premier film de science-fiction où il pleuvait tout le temps. Donc oui, j'aime beaucoup le cinéma. Enfin, c'est le cinéma qui m'inspire. Ouais. Et Wong Kar-wai, donc effectivement, on retrouve une certaine comme ça élégance et dans les couleurs et dans les images. C'est quelque chose qui
peut-être pas directement, mais en tout cas dans lequel tu te retrouves comme univers graphique, toi. Oui, je travaille beaucoup instinctivement, hein. Là, je Ouais. me souviens sur cette photo-là, ce qui m'avait plu, donc il pleuvait, elle est un petit peu claire là d'ailleurs. Ce qui pleuvait, je me souviens sur cette photo-là précise, c'est la pluie était d'une intensité, d'une violence absolument exceptionnelle. Il est tombé presque 100 mm d'eau en 1 heure et demie. Donc on est vraiment dans les records. Et en fait, il y avait un projecteur c'est pris de nuit ça. Mais il y avait un projecteur qui était là au fond et donc qui éclairait cette pluie comme ça et dans une petite rue déserte. Et donc en fait c'est le projecteur qui m'a attiré comme un insecte attiré par la lumière. Et coup de chance, sur cette rue déserte, il y avait, je sais pas, c'était une école ou autre, il y avait de temps en temps que des femmes en plus qui sortaient et qui passaient comme ça. Alors la difficulté c'est que les gens, alors j'étais accroupi comme ça par terre. Les gens se demandaient un peu ce que je faisais comme ça sous cette pluie, mais ils m'évitaient, ils me contournaient, ce qui m'embêtait bien parce que je voulais au contraire qu'ils me passent devant, quoi. Donc, ils sont très polis, très respectueux à Hong Kong et ils m'évitaient soigneusement, mais du coup en fait j'avais pas d'image. Et il y a quand même une passante. Il y en a une il y en a une qui a j'ai dû lui faire signe, je sais plus, mais il y en a une qui a décidé de passer dans mon de ne pas s'intéresser à moi et qui est passée, quoi. Ouais. Merci à elle. Et puis, oui. Parce qu'effectivement, sinon t'aurais pris l'eau peut-être pour rien, ça doit t'arriver. Non, mais il faut patienter. La patience, c'est un peu le nerf de la guerre dans ces cas-là. Ouais. Et dans tes images de pluie, il y a aussi souvent parfois des jeux graphiques avec des gouttes de pluie qui sont comme au travers d'une vitre. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu du cinéma. Là, le rendu est très pictural. Moi, je trouve, on dirait quasiment de la peinture à l'huile. C'est un effet qui t'intéresse. Alors ça, oui, ça fait un petit moment que j'en fais. C'est difficile à faire ça là. J'aimerais bien en faire plus souvent des comme celle-là. Ça, c'était pris. Je me souviens parce que donc j'avais l'idée en tête de l'image, mais il me fallait la vue. Il me fallait cette skyline comme ça intéressante avec différents plans. Et donc j'ai trouvé un hôtel qui pouvait a priori le faire. Et la chance que j'avais, c'est qu'il venait d'ouvrir, donc il était encore vide. Ils avaient ouvert 2 jours avant mon arrivée. Donc du coup j'ai dit voilà, j'ai expliqué mon histoire. Je voudrais une chambre avec une vue pour faire des photos, tatati tatata. Alors, du coup elle m'a emmené au dernier étage, qui était le 32e, je crois. Mais c'est trop haut. Donc j'ai dit excuse me, but is that possible to be a little bit lower, it's too high. Regardez bizarre, mais et donc je crois que c'était au 22e étage que qu'elle m'a proposé cette chambre qui était microscopique, je me souviens. Celle du 32e, elle était gigantesque, et celle-là, elle devait faire 10 mètres carrés. Mais la vue était pile poil comme je voulais. Et je suis resté 2 semaines dans cette chambre, et donc il pleuvait assez souvent, hein, voilà. Mais sur cette image-là, il y a eu un petit rayon de soleil qui a donné le relief qu'il n'y a pas sur les autres clichés, en fait. Voilà. Et je me souviens, j'étais debout sur mon lit pour faire le cadre. Ouais. Tu dis que ces prises de vue sont délicates à faire. C'est délicat techniquement ou il faut attendre vraiment que le paysage, avoir le bon paysage, la bonne lumière, alors, justement. Il faut un peu tout ça. La difficulté, c'est qu'il y ait un dialogue entre l'effet de pluie comme ça, la dégoulinade il faut déjà que la pluie tombe sur ma vitre, parce que si je suis contre le vent, il y a pas, j'ai rien. Donc là, j'étais face au vent, donc ma vitre en prenait plein. Et donc il faut qu'il y ait une osmose, une correspondance qui fonctionne entre le dégoulinement et le sujet qui est derrière. Ça, c'est pas évident, parce que si c'est trop loin ou si c'est trop petit, ça fonctionne pas. Si c'est trop près, enfin et puis il faut être très fermé. Il faut être à 20 ou 22. Donc il faut de la lumière. Ou monter en ISO, mais là ce qui faisait assez sombre, hein, malgré le petit truc, mais je devais être à, je sais plus si je vais être à 800 ISO, donc ça passe encore, mais parfois je suis obligé de monter à 1006. Hein. Oui, parce qu'effectivement, il faut des profondeurs de champ. Voilà, donc à 22. Importantes. Ouais. Et puis que l'image reste lisible, quoi. Voilà, Pardon, excuse-moi, c'est toute la difficulté, c'est cette lisibilité, voilà. Ouais. Effectivement, il y a une alchimie là qui fonctionne magnifiquement. Tu dis que tu es resté 2 semaines. C'était dans l'optique de prendre
de prendre des photos depuis la chambre ou tu avais d'autres projets Alors non, également? je restais pas toute la journée dans ma chambre, mais Pourquoi pas, hein? oui, c'est climatisé. Ouais. Non, je restais pas toute la journée dans ma chambre, mais d'ailleurs, je me souviens, petit détail technique, pour éviter le choc thermique, le matin, je me réveillais et je coupais la clim, ce qui rendait la chambre vite étouffante, mais ce qui permettait de remonter en température le boîtier. Et quand je quittais la chambre, elle était à 27, 28, un peu étouffante, mais au moins le boîtier avait remonté, parce qu'il y a une très forte inertie, hein. Le boîtier remontait en température et ça réduisait le choc thermique quand on sort dehors. Voilà, mais je mettais le boîtier dans un sac, je fermais bien le sac, j'attendais avant de l'ouvrir pour toujours amortir au maximum le choc thermique. Sinon, buée instantanée partout et à l'intérieur de l'optique. Donc là, pendant 1 heure, on peut plus rien faire. Ouais. Au moins. Et là, on est sur la pluie, que ce soit à Paris ou à Hong Kong. Est-ce qu'il y a, ou à New York, est-ce qu'il y a des sujets qui marchent mieux sous la pluie? Par exemple, je suis en ville, il pleut, ou t'es en ville, il pleut. Est-ce qu'il y a des sujets plus spécifiques auxquels tu vas prêter attention? Là, on a vu des pas, des reflets. Est-ce qu'il y a des thématiques comme ça qui attirent ton regard? Pareil, c'est très instinctif, hein. Je vais sur ce qui m'attire. Beaucoup de choses me plaisent. Tout peut m'attirer. Pourquoi ça plus qu'autre chose m'attire? Là, évidemment, c'était cette ligne blanche. C'était cette ligne blanche. Et puis je me souviens, c'est devant le Printemps Haussmann, c'est le carrefour, boulevard Haussmann, Opéra, tout ça là. Donc il y a beaucoup de circulation. Le carrefour est très large, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de monde. Et c'était en période de Noël, donc le côté feu qui a incendie, qui est à gauche de l'image. C'était les décorations de Noël des Galeries Lafayette, je crois. Donc le carrefour me plaisait parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et en fait, ça, c'était les gens qui voulaient pas faire le tour. Et donc, ils coupaient en plein milieu du carrefour. Voilà. Et il y en a un de temps en temps qui le faisait. Donc, j'avais placé mon cadre en attendant que quelqu'un coupe en plein milieu du carrefour au lieu de faire tout le tour, quoi, hein, de faire, voilà, pour si on veut aller en face, en diagonale. Voilà, et donc on a une de temps en temps qui passait, et voilà. Donc, Et du coup, pareil, t'es accroupi? Ouais, on devine un peu la hauteur. Ouais, je suis accroupi. J'ai été parfois à plat ventre, mais là, je suis accroupi, quoi. Ouais, accroupi. D'accord. Mais je suis resté un moment comme ça, là, encore, hein, pour avoir que ça soit pour avoir le mouvement, pour avoir tout, quoi. Ouais. En fait, il y a effectivement des jeux de reflets, de lumière, en plus des jeux graphiques de cette ligne qui donne beaucoup d'élégance la voiture bleue aussi. À l'image. La voiture bleue qui apporte une touche de couleur en haut à droite. On a vu des images, on va essayer de dresser un petit peu un panorama de tes paysages. On va continuer un peu avec les mégalopoles et ces images assez crépusculaires de New York. Assez folle d'ailleurs, sous une tempête de neige. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire derrière cette prise de vue qui est comme ça saisissante? Celle-ci, ça c'était une histoire, c'était assez simple. Donc je partais à New York en fait sur une prévision météo. Donc une tempête de neige, sachant que c'est à peu près envisageable puisque quand on prend l'avion pour New York, il y a 8 heures de vol, mais on remonte le temps de 6 heures, puisqu'il y a un décalage de 6 heures. Ce qui fait que si je pars par exemple à 18 heures à Paris, j'arrive à 20 heures à New York. Donc ça me permet d'arriver, de partir sur une prévision précise, hein, avec une tempête de neige conséquente où il va tomber au moins 20 cm, quoi. Donc parce que c'est fatigant, le décalage horaire, le budget, la billet d'avion, etc. Et donc là, c'était une belle tempête comme il y en a pas eu cet hiver d'ailleurs à New York. On n'est pas très loin de Times Square, il y a beaucoup de lumière. Et donc là, j'ai dû passer un moment dehors, hein. Je sais plus quelle heure il était, il devait être 22, 23 heures. C'est pas évident avec le décalage horaire, parce que quand il est 23 heures à New York, il est 5 heures du mat. Et ça veut dire quand même que tu pars au dernier moment dans ces cas-là, parce que je suppose que même si c'est anticipable, c'est pas anticipable à une semaine. Alors, voilà, aux États-Unis, enfin pour New York, c'est anticipable. Les prévisions, en fait, elles sont vraiment fiables que 12 heures avant. Donc pour l'Asie, je me suis vautré déjà, même aux États-Unis, hein. Pour l'Asie, c'est pas jouable parce qu'il y a 8 heures de vol. Non, qu'est-ce que je dis? Il y a 12 heures de vol, pardon.
Et mais dans le mauvais sens. Plus 6 heures de décalage horaire. Donc en fait, c'est 20 heures. Donc là, c'est pas jouable parce qu'il faut on part sur une prévision de 24 heures. Et là, la tempête, enfin le typhon, le cyclone, à 12 heures avant, il peut encore dévier sa course de ne serait-ce que 30 ou 40 kilomètres, et ça suffit pour changer du tout au tout la météo. Ouais. Alors, toi, on nous pose la question sur Céline sur le chat. Tu travailles en numérique oui. ou tu es sur quel... c'est quand même d'abord techniquement le numérique, c'est quand même aujourd'hui c'est super bien. Et puis c'est un confort de travail. J'ai pas à changer de pellicule toutes les 10 minutes dans des conditions difficiles, avec pas toujours pareil. Il faut que je me mette à l'abri, les chocs thermiques, parce que là aussi il y a des problèmes de chocs thermiques. C'est inversé, c'est-à-dire que là c'est pas en sortant d'un lieu, c'est en rentrant dans un café ou un restaurant. En plus à New York, tout est surchauffé. En rentrant dans un restaurant surchauffé et humide, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi dedans, où là, pareil, ça peut se... Donc voilà, le numérique, c'est génial parce que je peux travailler 3 heures dehors avec juste une carte à changer, quoi. Ouais. Dans la préface de ton livre Météore, que tu consacres aux mégalopoles sous ces temps de pluie, tu écris je cherche à capter ce qui nous apparaît permanent dans les intempéries, leur part d'éternité. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu cette idée que je trouve réellement intéressante? Mais tiens, je me souviens plus que j'avais déjà écrit ça dans ce bouquin. Je me répète parce que j'ai remis ça dans celui qui va sortir le mois prochain. Ouais. Dont on va parler aussi en fin Ben en fait, moi je veux pas travailler sur enfin si, ça me soucie énormément et j'y suis très sensible au dérèglement climatique, mais ce qui m'intéresse moi c'est le climat entre guillemets normal. On a tous des souvenirs de vacances pluvieuses, d'hiver froid ou d'hiver chaud, voilà. Donc là, mais ça fait partie de nous la météo, ça nous constitue. On a besoin de pluie, on a besoin de soleil, on a besoin enfin nous les gens d'Europe. Je sais quand je rencontrais des Européens qui vivaient en Asie, la neige leur manquait. Je trouvais ça assez étonnant. Des gens qui m'avaient dit qu'ils préféraient vivre à Oslo qu'à Singapour. Ça m'avait vachement surpris. Donc c'est ce côté comme ça, un peu effectivement. Dans 1000 ans, il pleuvra toujours, il neigera toujours. Je sais pas dans quel état sera la Terre. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Je crains qu'il y en ait plus, mais bon. Ouais. Mais soit nous on l'a fait sauter avant, ou soit notre civilisation aura disparu. Parce que les étés à 60 degrés, ça posera problème. Ouais. Mais voilà, enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Si, en fait, moi, ce que je ressens aussi dans ces images, c'est de mettre en scène la puissance de la nature. Tu dis le temps de l'humain, ou en tout cas le temps des mégalopoles passera à un moment ou à un autre. Celui de la nature, du vent, de la pluie. Normalement, désolé, Sandrine Bouillon. Ouais. Il y a une sorte de permanence au-delà de toute considération humaine dans ces temps-là, si on est optimiste, effectivement. Non, mais ça se trouve, tout ira bien dans 1000 ans. Hein. Possiblement. On verra. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Non, pardon, excuse-moi, j'ai pas bien compris la question du coup. Non, mais qu'effectivement, je rebondissais, ou en tout cas sur ce que tu disais, sur la permanence de la nature, du temps par rapport au temps humain et à celui des mégalopoles, qui est peut-être un temps plus court, en tout cas au regard de l'histoire ou de la nature. La météo, ça joue sur une autre. Enfin, il y a deux choses. Il y a le climat et la météo, mais le climat, mais même la météo, ça joue sur un temps beaucoup plus long que nous, quoi. Donc nous, on sera. C'est comme les arbres, quoi. Les arbres, ils font 200, 300 ans, 1000 ans. Nous, on tient 90, 100 ans maximum. Donc c'est quelque chose qui va continuer sans nous. Donc j'aime bien cette photo justement parce qu'on sent c'est à New York, c'est une ville très puissante, très arrogante, qui est fabuleuse, hein, avec ses projecteurs qui éclairent comme ça, et puis cette petite silhouette là, j'aime. Ce qui me plaît beaucoup dans les tempêtes à New York, c'est c'est ces deux violences qui s'affrontent, enfin deux arrogances presque, deux puissances, pardon. Voilà, la puissance de New York est une ville très puissante. Visuellement à tout point de vue, hein, et les tempêtes qui sont aussi très violentes. Hein. À New York, ça rigole pas quand ça y va, ça se déchaîne vraiment. Hein. Plus que on ne l'a à Paris, on n'a pas des tempêtes comme ça, quoi. Et dommage d'ailleurs. Mais
Ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique à New York, enfin aux États-Unis même d'ailleurs. Hein. Ouais. Je comprends la rencontre comme ça de deux, comme tu disais, de deux puissances qui se rencontrent à un moment qui est celui de la tempête sur New York. Là, on voit un passant sur une autre image d'ailleurs de New York, il me semble. On voit une personne comme ça sur un toit. Dans tes images, souvent, l'humain reste présent, mais souvent il est soit en silhouette, soit il est là pour, ou en tout cas il souligne l'importance de l'environnement. Quelle place, toi, tu accordes à l'humain justement dans tes photos? Pas forcément la place que d'autres lui accorderaient. Mais j'aime bien qu'il y ait toujours, même quand je fais du paysage, pour répondre à Sandrine Bouillon, j'ai fait aussi beaucoup de paysages. On va en parler là juste après, d'ailleurs. Il y a toujours un élément humain, une route, un pylône, une maison, quelque chose d'humain. Hein, c'est jamais du paysage 100% sauvage, ou quasiment jamais. Voilà. Donc là, c'était magique parce que c'est pris de ma chambre d'hôtel. J'avais passé des heures sur Internet à chercher des chambres avec des vues. D'accord. Il y a un repérage qui est important comme ça. En plus, c'était un hôtel, je sais plus, c'était pas un hôtel cher, c'était et j'étais au dernier étage. Je me souviens, les fenêtres ne s'ouvraient pas. Enfin, on pouvait n'ouvrir que de ça, quoi, 6 centimètres. Je pouvais même pas passer l'optique. Donc en fait, j'ai dû dévisser. Il y avait des petits trucs pour bloquer les fenêtres où j'ai dévissé comme ça. Du coup, j'ai pu ouvrir grand la fenêtre. C'était génial. Il neigeait dans la chambre. Ça borde tout le matériel. Non, mais j'ai remis les vis après. J'ai bien remis propre pour que la femme de ménage ne s'aperçoive de rien. J'ai remis propre. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai dévissé, voilà, pour ouvrir la truc. Et donc, il y avait cette vue. J'ai fait toute une série de cette chambre parce que la vue, j'ai jamais réussi à retrouver cette vue-là. Une vue avec une belle composition intéressante comme ça. Et je me souviens parce que je me dis, il faudrait que quelqu'un passe sur ce toit, mais c'est impossible que quelqu'un passe sur ce toit. Et à un moment donné, c'est à gauche, c'est hors champ, il y a un gars qui est monté, il y avait un chantier plus bas dans une maison, il y a un gars qui est monté sur la terrasse et qui a pissé sur la terrasse. Hein. J'ai pris la photo, mais le cadre fonctionnait pas, ça fonctionnait pas, mais ça, c'était dommage, j'aimais bien l'idée du mec qui monte sur le toit pour pisser. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Et puis mais je pouvais pas rester toujours à cette fenêtre, donc je me rassois, je bouquille, je sais plus ce que je faisais, et puis régulièrement, puis je me dis mais reste à la fenêtre, tu vas louper le passage. Et miracle, il y a un couple qui est sorti, qui est monté sur ce toit, je sais pas ce qu'ils sont venus faire, peut-être qu'il y avait des problèmes d'étanchéité. Il y avait un couple qui est monté, donc il y avait un homme et une femme, et voilà, et j'ai attendu que l'homme soit parti. Pour elle s'est attardée sur le toit, donc j'ai eu le temps de prendre. Là, c'est quand même les bonheurs de photographe. J'imagine que là j'étais content. Quand tu vois ça après tellement d'attentes, c'est quasiment comme les photographes animaliers qui sont en planque et qui rencontrent la photo de rue. C'est effectivement un bonheur de photographe. Sandrine posait la question sur le chat, ville ou grands espaces, ça fait la transition. Effectivement, il y a un moment, peut-être, où je ne sais pas si tu t'es lassé de la ville ou si tu as eu envie de plus de nature, mais en tout cas, tu as eu envie d'explorer autre chose que ces mégalopoles par mauvais temps, en t'installant, je crois, dans la Drôme et en photographiant notamment une région que j'aime beaucoup, la Drôme et le Vercors, dont on voit des images là. Est-ce que ça t'a amené à modifier un petit peu ta pratique photographique, de faire des paysages plus naturels plutôt qu'urbains? Est-ce que tu as appréhendé ça différemment? En fait, j'avais envie de quitter les villes parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Il y a les voitures qui passent, qui sont jamais, qui sont garées, qui pourrissent le cadre. Alors en même temps, c'est foisonnant les villes, hein, donc je suis content d'y retourner parce qu'il y a cette richesse visuelle, il y a ces potentiels. Le pays, la nature, c'est plus compliqué en fait. Et effectivement, alors donc j'ai quitté Paris, je me suis installé donc dans le Diois, juste au sud du Vercors. Et donc à même moins d'une heure de voiture, j'ai le plateau du Vercors, et donc il neige pas mal. Enfin, il neigeait pas mal l'hiver. Il neigeait. Et on est entre 1100 et 1300 mètres d'altitude. Enfin entre 800 et 1300 mètres d'altitude, on va dire en moyenne. Les sommets sont à 2000 des poussières. Et donc j'y suis allé beaucoup, quoi. C'est bien quand c'est près de chez soi.
On pouvait y retourner. Voilà. Et ça, c'est un village. Comment il s'appelle? C'est Saint-Aignan en Vercors, si je dis pas de bêtises. Et il neigeait bien. Et voilà. Donc ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Les peintures parties là, les trous de peinture à gauche, oui, le volet comme ils se moitié répondent. ouvert, l'autre fermé là-bas, les jeux de couleurs. Ouais. Et on nous pose une question un peu technique. Pour capturer comme ça la chute des flocons et qu'ils restent identifiables, tu es dans des vitesses assez élevées, Voilà, tu saurais dire? c'est la contrainte numéro 1 parce que j'aime bien effectivement. Alors parfois j'aime bien que les flocons fassent un mouvement comme ça, chlac, chlac, chlac. Mais là, dans ce cas de figure-là, il faut être à une vitesse relativement élevée. Alors ça dépend aussi comment il neige, parce quand il y a du vent, il faut que je sois minimum au 500e 2 secondes. Quand il n'y a pas de vent, quand ça tombe comme ça, comme dans les boules comme dans les contes de Noël, le 125e suffit. Ouais, d'accord. Voilà, mais du C'est coup, un paysage que tu avais repéré, ça? Ça m'oblige à monter en sensibilité, etc. Oui, pardon? Je demandais si tu avais repéré l'endroit ou si tu l'avais trouvé lors d'une, je sais pas, errance ou une balade. Honnêtement, je me souviens plus exactement, mais dans le Vercors, il n'y avait pas 50 000 non plus spots intéressants. J'avais repéré ce village que je trouvais intéressant, donc j'y suis allé plusieurs fois. Puis il y a des endroits, on revient la 2e, 3e fois et on trouve des cadres qu'on n'avait pas vus la première fois. C'est-à-dire que l'endroit t'inspire, l'endroit te plaît, puis tu trouves pas le cadre. Puis tu reviens une autre fois, puis là tu trouves ton cadre, tu trouves une image. Puis un jour, tu n'y arrives plus, c'est fini. Tu te dis, j'en ai tiré le meilleur, j'y arrive plus. Il y a d'autres paysages dans le Vercors, notamment. Alors, je pense que c'est les gorges de la Bourne, c'est possible? Non, c'est. Oui, pardon. C'est. Attends, j'ai un trou de mémoire d'un seul coup. Ah, c'est pas loin de chez moi quand je suis là-bas. C'est pas les gorges de la Bourne. C'est une route qui est fermée, qui est interdite. Il faut passer sur une grille. Je devrais pas le dire. Ce sont les Grands Goulets. Voilà, c'est une route qui est fermée, qui a été fermée à la circulation parce que trop étroite et puis les cailloux tombaient, etc. Ils ont construit un tunnel en parallèle, voilà. Et donc pour arriver à cet endroit-là, il faut franchir une grille et c'est un endroit extraordinaire. La première fois que je suis arrivé là, j'avais l'impression d'être dans comment ça s'appelle, au cinéma pour le coup, dans un film dans un conte de Tolkien. Tellement avec cette lumière, cette brume, parce que la gorge à gauche est très 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 profonde et c'est un endroit incroyable. Il y a 1 kilomètre qui est complètement magique. Alors j'ai plus la référence, mais effectivement à un moment il monte dans Tolkien dans un mont comme ça ou une montagne escarpée sous la neige et on imagine bien des paysages comme celui-ci. Mais j'allais te poser la question parce qu'effectivement je voyais pas de traces de pneus sur la route. La route est fermée, ouais. Par contre, il y a sur d'autres photos prises, il y a mes pas. Parce qu'à un moment, alors j'essayais de pas marcher dans la neige, tu vois, je suis passé là où à droite, là, voilà. Et un moment après, j'ai marché dans la neige, j'ai dit putain merde, je bousille ma photo. Donc j'ai effacé les pas sur Photoshop, mais c'est pas celle-là. Alors merci à Lionel, je crois, qui nous dit sur le chat, sur le Tolkien, apparemment, c'est l'accès à la Moria. Et je crois effectivement que c'est ça. En tout cas, c'est le nom que j'avais en tête. Et dans ces paysages, tu parlais tout à l'heure, on parlait d'humains. Il n'y a pas forcément de l'humain. Il y a des fois des traces d'humains. Et puis, il y a ces villages qu'on dirait tout droit sortis d'un rêve où l'humain n'est présent qu'au travers comme ça des traces, des signes qu'il laisse. Je sais pas si c'est un hôtel, mais en tout cas, il y a quelque chose on a envie de s'y réfugier là. Et en même temps, ça semble hors du temps. Je réponds à Thierry, les images sont nettes chez moi. Hein. Les images sont nettes chez moi. Oui, ça doit être sur la connexion peut-être. Non, chez moi c'est. Oui, ça doit pixeliser, je pense. Ça doit le temps qu'il ça se télécharge. Elle est un tout petit peu claire celle-là aussi, mais ça c'est dans le Vercors toujours. Pendant ces tempêtes de neige où le vent se déchaîne et c'est extraordinaire quoi. Donc là il y a personne. Là c'était Shining l'ambiance quoi. C'était vraiment ça quoi. Toujours. Est-ce que t'es dans quel état d'esprit, toi? Parce que la photo est très poétique. Si tu me dis Shining, c'est un peu flippant quand même. T'es dans quel état d'esprit, toi, quand tu es dans ces, dans ces moments photos? Je m'amuse. Je suis concentré. Hein. Il faut être concentré.
c'est pas facile, il y a du vent, on s'en prend plein la figure, il fait froid, il y a surtout du vent. L'ennemi, c'est le vent, hein. Mais je m'amuse, quoi. J'adore quand j'ai vu cet hôtel qui est d'une bâtisse, qui est d'une laideur absolue d'ailleurs. Il faudrait la dynamiter, un de ces quatre quand même, parce que c'est dans un beau site. Mais bon, s'ils m'entendent les propriétaires, je vais me faire des ennemis là. Mais oui, là, il était transcendé par ce temps-là, cet hôtel, avec cette neige, ce froid, ce côté givré comme ça. Il était, et puis heureusement, l'enseigne était allumée alors qu'il était fermé, hein. Donc ça, c'est un coup de chance. Ils avaient laissé ouvert. Ah oui, parce que sinon la photo marche pas. Ouais. Ah bah oui, si c'est éteint, ça marche, il n'y a plus rien, quoi. Et j'aime bien aussi le petit CB là. Et voilà, oui, c'est un endroit qui s'appelle Fondurle, qui est un endroit qui est particulièrement exposé au vent et aux tempêtes, hein. J'appelle ça le pôle chambre de la France parce que c'est un peu un des derniers hauts reliefs avant le sud, avant le début de la Provence. Donc quand il y a un gros nuage avec du mauvais temps, il se bloque là-dessus et c'est le déluge. Ouais. Si c'est le pot de chambre de la France, tu vas rendre les habitants de Pau un petit peu jaloux. Pour l'instant, c'est eux qui avaient la prérogative de l'appellation. Mais écoute, ça peut se partager. Il y en a d'autres des pots de chambre en France. Hein, mais Bon, alors tout va bien. Et dans le Vercors, ou en tout cas dans ces paysages, il y a bien sûr, là on a vu des paysages plus ou moins urbains, des villages. Il y a bien sûr la forêt. On pourrait penser qu'il y a une certaine... je me disais monotonie dans le paysage. La forêt, c'est quand même le temps long qui change, mais qui change lentement. Mais avec la neige, avec la brume, j'ai l'impression que ces paysages comme ça changent toujours. En fait, le temps les fait changer. Les choses sont transcendées, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Ça, c'est pas très loin de chez moi non plus. C'est à 1 heure de voiture maximum. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que les montagnes ont des formes assez étonnantes. Et donc là, il neigeait beaucoup, donc j'y suis allé. Je connaissais déjà le coin. Et miracle, il y avait 2 chevaux noirs. Ah oui, ouais. Donc j'ai fait une série comme ça. Ça c'est la version avec cheval seul, mais j'ai des versions avec les 2 chevaux, etc. Et puis il y avait cette montagne avec cette espèce de mamelon comme ça là, qui était très étonnante. Donc je suis resté au moins 1h30 à travailler avec ces 2 chevaux là, qui étaient là, qui bougeaient pas. Et le brouillard là, alors ça donne du mystère à l'image. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Aussi de monter en intensité dans l'ambiance. Ça structure aussi un petit peu le paysage, j'ai l'impression, en faisant ressortir les matières, ou alors peut-être c'est la neige. Je trouve que ça donne une densité à l'image comme ça. Ça fait marcher l'imaginaire en fait. Moi je m'ennuie s'il y a du soleil, qu'on voit tout, que je m'ennuie. L'imaginaire marche pas pour moi. Pour moi. Hein. D'autres, si, bien sûr, mais pour moi, non. Ça, c'était une route. Il était tombé 30 cm de neige. Le chasse-neige, 25-30. Le chasse-neige n'était pas passé. Donc, j'ouvrais la route quasi. Enfin, je faisais une belle trace comme ça. Mais c'était merveilleux. Et j'étais en voiture là, hein, on voit les piquets là qui marquent la route là, et ce chevreuil qui m'a vu, qui s'est placé, donc je me suis immédiatement arrêté parce que et il m'a laissé le temps de prendre, il m'a regardé, ce qui vous regarde toujours les chevreuils quand on surprend, il y en a pas mal dans mon coin, et il se pose toujours, il vous regarde avant de partir, c'est assez étonnant d'ailleurs. J'ai failli m'en manger 2-3. Hein. Mais là, il s'est arrêté pile au bon endroit. En plus, il a eu le bon goût de poser au bon endroit. Ouais. Une autre petite question, tiens, sur technique, en sensibilité pour capturer le brouillard dans ces conditions. C'est une question de lumière, donc il n'y a pas énormément de lumière. Toujours pareil, en fait, ma priorité, c'est d'avoir une vitesse relativement élevée, parce que si le chevreuil bougeait un peu, il fallait qu'il soit net. Voilà. Donc, en général, je me mets toujours minimum au 125e, et donc, alors, en fait, je me pré-règle à 800 ISO. 800 voire 1006, mais plutôt 800, ça suffit. Et je me mets au 125e, et donc l'ouverture, elle sera ce qu'elle sera, hein, en fonction de la lumière. Mais là, au 125e, à 800, je devais être à... Parfois, elle peut être forte, la lumière, quand même, hein, mais je devais être à, je sais pas, 5, 6, peut-être plus, 8, hein, je sais plus trop, mais j'avais un peu de marge, quand même. Mais la priorité pour moi, c'est d'être...
caler sur une vitesse assez élevée pour ne pas avoir de flou parasite. Ou pas rater ma photo, tout simplement. Ouais, moi, je peux bouger aussi, etc. Quoi. Ouais, il y a les bougées du photographe également. En tout cas, là, il y a un bonheur du photographe, un autre. Il faut attendre, il faut être patient, mais des fois, la patience est quand même bien récompensée, ou en tout cas, là, c'est même pas la patience, c'est la surprise, ça, c'était la chance. Mais la plus belle, elle est dans ma tête, parce que c'était une autre fois comme ça, sur une route un peu similaire aussi, sur le plateau. Et ce coup-ci, c'était un cerf qui était en face de moi. Il était plus près que l'est ce chevreuil. Il était pile en face, avec des bois magnifiques. Et il y avait une perspective de sapin. C'était là, pour le coup, c'était à nouveau totalement féerique. Et il me regardait, il bougeait pas, et je sentais mais mon appareil photo était je conduisais, hein, et le boîtier était, donc je m'arrête, et le boîtier était sur le siège passager. Et donc je vais pour l'attraper doucement, je prends le boîtier, et il a senti mon geste et il a eu peur. Parce que c'est gavet de chasseurs, hein, donc elle est contrôlée, la chasse, mais donc ils ont très peur de l'homme, quoi, et je peux les comprendre, hein. Donc et il s'est enfui. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que donc quand j'ai pris mon appareil photo pour le viser, il s'est enfui. J'aime pas le jeu de mots, pour le coup, viser dans ce cas-là. Et il a couru, il est venu se placer sur la gauche de ma voiture, mais sur une pente qui me dominait. Mais là, il y avait plus de cadre, quoi, il y avait plus rien, quoi. Mais j'aurais pu shooter, hein, mais il y avait plus de cadre, il y avait plus rien. Mais c'était extraordinaire, parce que ces bois se découpaient, c'était la photo parfaite, quoi. Bon, la photo, tu l'as dans la tête, tu nous l'as fait vivre un petit peu, quand même. Là, dans une interview, je t'ai entendu citer Christian Bobin, qui disait: la neige, c'est un peu de froid avec une part d'enfance. Ouais, je paraphrasais, hein, mais je sais même plus exactement la phrase exacte. Écoute, je trouve la formule très belle. Est-ce que, pour paraphraser, il y a un petit peu de cette part d'enfance en toi quand tu photographies? Totalement, ouais, totalement. Ah oui, pour moi, la neige, c'est magique, quoi. Ouais, totalement. Oui, moi je me souviens, quand j'étais gamin, quand il neigeait, on habitait une résidence, c'était des immeubles, comme des petits immeubles qui étaient construits autour d'un très grand parc avec des grands arbres et tout. C'est un très bel endroit, c'était près de Paris. Et quand il neigeait, c'était fabuleux, quoi. Et il y a toujours ça. Ça m'a pas quitté. Et alors j'aime bien ce choix de photo, pour le coup, avec elle va bien. Elle va bien avec la citation, et en tout cas, effectivement, moi je trouve ça très beau. Et puis il y a des résonances, effectivement, de l'enfance, des images qui sont très poétiques, qui font voyager. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de neige dans la Drôme et dans le Vercors. On va être optimiste. En tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'avoir pris le temps de discuter avec nous, de nous avoir parlé autour de ces images qui sont magnifiques. Tiens, petite question bonus pour terminer. On a parlé des sales temps. Est-ce que toi, il y a un temps qui a ta préférence malgré tout? Un temps qui a ma préférence? Ouais. Bonne question. Peut-être je l'ai gardé pour la fin. Peut-être la neige. Peut-être la neige, quand même. Ouais. Mais effectivement, c'est des paysages qui sont très poétiques. Peut-être la neige, quand même. Vivement l'hiver. Toi, tu as 2 livres en attendant l'hiver. Tu as 2 livres, je crois, en préparation. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Je crois qu'ils vont sortir en septembre. On en reparlera dans une émission en septembre. Alors, je ferai un petit focus dessus. Il y en a un qui sort, qui est chez un éditeur allemand qui s'appelle Tonneuse ou Tinoios, je sais pas comment on prononce, qui sort en France en septembre. Qui va être un livre assez épais, avec beaucoup de choses. C'est un peu un best-of. Je suis assez content de la maquette, de ce qu'on a fait. J'étais à l'impression. J'attends l'objet fini. Il arrive la semaine prochaine, si tout va bien. Voilà, il va s'appeler Lost in the Beauty of Bad Weather. Au départ, ça devait être Lost in Bad Weather, et puis l'éditeur le service marketing de l'éditeur n'aimait pas Lost. Donc j'ai dû argumenter, je leur ai dit, mais vous savez, le producteur qui a fait Lost in Translation, il n'a pas eu peur de Lost. Bon, très bien, là j'ai marqué un point. Mais voilà, mais le bad, c'était négatif, donc ils voulaient absolument mettre un élément positif dans ce foutu titre, et donc c'est comme ça qu'ils m'ont qu'ils m'ont
suggérais fortement de rajouter in the beauty. Mais bon, graphiquement, ça fonctionne parce que c'est du visuel tout ça. Hein. Donc la photo, le titre, ça devrait être beau. En plus, il sera doré en relief. J'espère que ça va être un bel objet, quoi. Voilà. Et le deuxième, c'est une réédition. C'est un livre qu'on a réédité, qu'on avait imprimé déjà 2 fois, que tout le monde me réclame, qui s'appelle Signor. Alors celui-là, il va arriver plus tardivement, ça va être novembre, je pense. C'est un très grand livre, il est beaucoup moins épais, mais il est très grand, il est tout blanc, avec un papier texturé. C'est un bel objet, c'est un très bel objet. Donc j'espère qu'il va être aussi beau sur cette 3e version. Eh ben, écoute, en tout cas, nous, on en parlera dans l'émission de septembre de cet ouvrage à paraître et avec grand plaisir. On va te libérer. Je vais écouter quand même la chronique de Vincent. De Vincent, eh ben, super. Ah, bah, écoute, c'est une chronique. Allez. Ah oui, c'est Kim Kardashian, ouais. Voilà, tu vas voir. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, Christophe, et à très bientôt. Tu restes pour écouter la chronique, et puis si tu dois nous quitter, c'est moi qui vous remercie. Sans problème. C'est moi qui vous remercie. Ciao. Alors, on va arriver maintenant, cerise sur le gâteau. Vous l'avez attendu, mais en très bonne compagnie, avec la chronique de Vincent, la chronique sur les duos photos. Vincent, c'est une très bonne idée de rester pour la regarder. Ouais, on te retrouve le conseil de Christophe. Avec beaucoup de plaisir et impatience, puisque tu nous as concocté un petit programme d'été pour ta chronique. Et nous, on t'a concocté peut-être quelques surprises aussi. Ah mince. Bah oui, parce que moi, j'avais envie quand même, pour cette petite chronique estivale, d'aborder un thème plus léger, plus dans la hype, on va dire. Ouais. Mais j'avoue quand même que quand je t'avais proposé Kim Kardashian et son iPhone, c'était plutôt une blague en fait à la base. Ah bah écoute, j'ai poussé des hurrahs enthousiastes et j'ai versé des larmes de crocodile de joie quand tu m'as proposé le sujet. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé parti. Donc voilà. Alors pour commencer, j'ai une petite devinette pour toi. Étant donné que Kim est sur Instagram depuis 10 ans, qu'elle a publié 5879 posts, donc une moyenne de 1,5 posts par jour. Tu notes bien, hein? J'ai tout en tête. Qu'elle est devenue la 8e plus forte audience du réseau avec 362 millions de followers. Ouais. D'accord? Tu as tout noté. Que d'autre part, je suis moi-même présent sur ce réseau depuis 8 ans et qu'avec 55 publications, soit une moyenne de 0,01 photos par jour, j'ai atteint 391 followers. La question, tu t'en doutes, est combien d'années encore pour moi avant d'atteindre le top 10? En comptant bien entendu sur le succès viral de l'émission de ce soir. Tu as le temps de la chronique pour faire le calcul. Oh, ne te précipite pas. Je veux une réponse ferme et définitive. Et tu ne copies pas sur ton voisin Sylvain, s'il te plaît. Non. Bah, écoute, tu sais quoi, on livrera la réponse en fin de chronique. Je m'y engage. Et Sylvain, on sort les calculettes en attendant aux coulisses, nous. Merci beaucoup. Alors, pour te montrer à quel point quand même je cultive ma dimension de has-been, j'ai découvert l'existence de Kim Kardashian un jour par hasard dans ma librairie, donc grâce à un livre en fait intitulé Selfish, qui était sorti en 2015, édité par Rizzoli, un éditeur italien assez chic. Et j'avais trouvé très gonflé de proposer un livre de 325 pages de photos d'elle-même quand même, essentiellement donc des selfies, comme son nom l'indique. Et j'avais naïvement cru à un projet artistique, une caricature ironique du monde contemporain. Et un peu déçu, limite, j'ai découvert ensuite que ce livre était une compilation de ses posts Instagram avec, en cahier central, et là j'étais moins déçu, les selfies dénudés qui avaient fuité à son insu en 2014 lors du gros piratage des serveurs Apple. C'était d'ailleurs par une mésaventure assez similaire en fait que sa célébrité avait explosé dès 2007 par la fuite de sa sextape, fuite qui aurait, selon certaines sources, été commanditée par sa mère. Ouais. L'entreprise familiale façon 21e siècle, ça fait rêver. C'est ça, ouais. C'est pas ta mère qui ferait ça avec ta sextape, Et je ne me prononcerai pas. Alors, la sienne de sextape et de mère, du coup, lui aurait en tout cas rapporté 5 millions de dollars après négociation avec Vivid Entertainment qui l'avait publié. Et ce coup de projecteur
leur a permis aussi de lancer l'émission L'incroyable famille Kardashian, qui a littéralement fait exploser la popularité de toute la petite famille, sachant que 3 de ses sœurs sont dans le top 20 mondial d'Instagram, quand même. Hein. Et sachant d'ailleurs, pour vos calculs, que mon propre frère n'est même pas du tout sur Instagram. Ça peut vous aider. Bon, on prend ça en compte. Il vaut mieux. Alors, je dois avouer que cette succession de vraies fausses fuites et autres roublardises dignes de la famille Adams à Dallas, un peu, sont assez drôles, vues de loin, hein, parce qu'en vérité, je suis d'un peu loin son compte Insta. Et tu auras compris d'ailleurs que si je donne autant de détails croustillants, c'est uniquement dans le but de doper la viralité de ma chronique et de booster mon pop ranking sur les RSN. Ouais. Eh ben, écoute, on va peut-être pouvoir t'aider. En attendant, on attend ton livre de selfie Insta avec impatience. Ouais. On a une couverture à te proposer. Joli. J'aime. Après, avant que j'atteigne les 325 posts, tu vois, tu peux encore attendre. Hein. Mais, donc voilà, là vous avez la couverture de l'ouvrage de selfie de Vincent, édité par Grand Format. C'est cadeau. Magnifique, je vous remercie. Alors sérieusement, hein, je trouve intéressant quand même, parlons sérieusement, je trouve intéressant ces déplacements dans le statut des images, voulus ou non, entre sphère privée et publique, et surtout ce passage un peu de l'image depuis le flux ultra contemporain et éphémère d'Instagram vers le livre, support de la pérennité, devenu presque historique hein, pour beaucoup. Et cette greffe, en quelque sorte, à mon sens, cherche à institutionnaliser la figure de Kardashian et à légitimer artistiquement sa démarche, démarche dont l'égotisme est totalement assumé d'ailleurs, hein, avec une certaine distance, à travers son titre, Selfish. Jeu de mots, bien sûr, entre le terme selfie, hein, qui était l'unique et obsessionnel sujet du livre, et qui est devenu la forme photographique peut-être la plus courante aujourd'hui, et d'autre part, le terme selfish, qui désigne l'égocentrisme pur et dur, sous-jacent au selfie. Ouais. Mais là, le but, ou en tout cas la direction dans laquelle tu amènes ta chronique, n'est pas forcément de faire une critique sociologique de l'ouvrage, ou en tout cas morale. Non, je vais vous épargner ça, y compris aussi la critique de l'impact écologique des réseaux sociaux, tout ça. Non. Je dois préciser d'ailleurs que je suis moi-même abonné sur Instagram à plein d'artistes formidables, en plus du compte de Kim. D'accord. Alors, je vous propose plutôt d'explorer en quoi sa démarche me semble très représentative en fait d'une théorie formulée dans les années 60 par un important penseur des médias que vous voyez actuellement à l'écran, qui s'appelle Marshall McLuhan et qui est résumée par sa maxime, alors devenue vraiment très célèbre, The medium is the message, autrement dit par chez nous, le médium est le message. Ouais. Est-ce que tu peux nous aider un petit peu à creuser l'idée? Ouais, en fait, ça veut dire que le canal de communication qu'on choisit détermine le sens du message qu'on va transmettre. Par exemple, des selfies publiés sur Instagram quotidiennement n'ont plus le même sens une fois réunis dans un beau livre de 325 pages intitulé Selfish. Et dans le cas de Kardashian, on pourrait même supposer qu'elle limite un peu le médium livre par provocation, outre l'ambition commerciale probablement. Oui. Dans la mesure où, en éditant Selfish, elle associe sa production d'images, considérée comme du vulgaire le plus mainstream, à la connotation culturelle haut de gamme véhiculée par le médium livre. Ouais, en fait, c'est une approche qui est très punk, on pourrait dire. Ouais, qui est très punk, très opportuniste aussi, mais effectivement, c'est ce qui m'a intéressé. Cette irruption dans le médium livre, presque sacré à mes yeux, d'un univers que je regardais de loin, celui du selfie et d'Instagram. Et ça m'a donné envie d'aller voir d'un peu plus près, en fait, l'origine de ces réseaux sociaux. En écartant, comme tu le disais tout à l'heure, la question de savoir si la démarche et les images de Kardashian sont pertinentes ou pas, mais juste en tentant de cerner d'où vient, dans l'histoire des techniques et des formes photographiques, la possibilité d'envisager une telle démarche et accessoirement de rencontrer une telle audience. Et là, à mon sens, on est au cœur de ces chroniques sur les interactions entre le médium appareil photo et la démarche du photographe, à savoir pourquoi, par exemple, telle technique photographique est adoptée par tel auteur. Prendre l'exemple de Winnow Grand, pourquoi il choisit son Leica et pour véhiculer quel message, en fait. Ouais. Du coup, si je suis l'idée, le pari serait que Kim a choisi
son iPhone pour une bonne raison, peut-être à la fois personnelle, mais aussi au regard des techniques disponibles au moment où elle l'a choisi. Voilà, c'est un vrai pari, du coup, pour nous ce soir. Elle raconte d'ailleurs avoir commencé à se prendre en photo avec des vrais appareils numériques au début, des gros, des lourds, et qu'elle trouvait un peu trop compliqué, en fait. Puis elle est passée au BlackBerry avant d'arriver au photophone d'Apple, l'iPhone, en l'occurrence. Et elle a ainsi expérimenté des designs ergonomiques, des écosystèmes logiciels aussi, avant de trouver celui qui correspondrait le mieux à son projet. Et du coup, à sa manière, elle raconte une démarche de questionnement sur ses choix techniques qu'on pourrait, je pense, relier à des évolutions technologiques plus générales. La recherche d'une miniaturisation de l'équipement, bien sûr, à travers le téléphone, mais aussi et surtout, ce qui va nous intéresser ce soir, celle d'une diffusion simple et instantanée des images. Et cette quête de vitesse va passer par la numérisation, la dématérialisation du support des images en données numériques, à travers les canaux électroniques, puis informatiques, en passant même par le télégramme. Et c'est l'histoire de cette charmante dématérialisation que je vous propose d'explorer ce soir. Sacré programme, va partir de l'origine. Tant qu'à faire, partons de l'origine, oui, car la vitesse, c'est toute l'histoire de la photographie, en fait. Elle est née avec la modernité, qui a toujours été obsédée par la vitesse. Dès 1822, quand Niepce, l'auteur de l'image que vous voyez à l'écran, parvient pour la première fois à maîtriser la photosensibilité, le but de ses recherches, en réalité, c'est d'améliorer les techniques de gravure et de reproduire plus rapidement des dessins. C'est pareil, il ne veut pas inventer la photographie, Niepce. Et ayant fait ça, il se dit ensuite qu'on pourrait même peut-être reproduire directement l'image projetée par une chambre noire et se passer ainsi de l'étape du dessin. Et hop, on gagne du temps. On gagne une étape et ça donne le point de vue du Gras qui est le premier paysage photographique de 1827. Exactement, sachant que là, on voit assez bien ce qui s'y passe, alors que sur la plaque originale, on voit à peu près rien du tout, en fait. Et un peu plus tard, donc dans les années 1850, alors que la technique est maîtrisée, Maxime Ducamp, autre exemple, part photographier les monuments en Égypte, parce qu'on se rend vite compte que si on doit relever tous les hiéroglyphes à la main, on en a pour des siècles, en fait. Donc, merci la photographie. Bref, pour aller vite, sans jeu de mots, la photographie comme nouvelle technique de reproduction coïncide au XIXe siècle avec l'émergence de la notion de vitesse et le besoin de circulation plus rapide des informations dans cette nouvelle société industrielle. Et on a vu par ailleurs que, dans la chronique consacrée à Gary et son Leica notamment, que vers la fin du 19e, début 20e, on commence à beaucoup s'amuser avec la vitesse et l'instantané grâce aux films en bobine et au petit format. Et parallèlement, la presse est alors en plein essor et le public souhaite de plus en plus être tenu au courant en temps réel de ce qui se passe dans le monde. À cette époque-là, alors c'est pas une époque que j'ai connue, mais dont je pourrais presque être nostalgique, tout va très vite maintenant. Une semaine de retard, par exemple, ça pouvait être considéré comme du temps réel. Ouais, tout à fait. On n'était clairement pas dans la même temporalité qu'aujourd'hui. Mais pour autant, les journalistes envoyés au bout du monde, ils pouvaient, dès les années 20-30, envoyer rapidement leurs articles aux rédactions par téléphone ou télégramme, alors qu'on ne savait pas encore télétransmettre les images. Et du coup, elles arrivaient parfois plusieurs semaines après l'événement. Tu parles d'un réchauffé, du coup. Donc, il fallait trouver une solution. Et comme souvent, c'est du côté de l'armée qu'on met en œuvre les grands moyens, dès 1917, pour pouvoir transmettre immédiatement au sol les données relevées par les avions de surveillance. Mais c'est vraiment en 1925 que les grandes distances sont abolies, avec la première photographie de reportage télétransmise depuis l'Europe jusqu'à New York. Et l'image est ainsi publiée dès le lendemain de l'événement, alors que, pour l'anecdote, la plaque photographique elle-même, qui est l'origine de la télétransmission, elle n'arrive que par bateau une semaine après. Alors là, l'image, on a essayé de chercher la première image télétransmise, on l'a pas trouvée, c'est une des premières c'est un exemple, voit là, mais en tout cas transmise avec ce procédé. Ouais, tout à fait. On va le voir après, c'est transmis avec le procédé Barth-Lane. Et avec ce procédé, une nouvelle ère de circulation des images commence,
qui voit la photographie intégrer un réseau de communication intercontinental, avec quasi instantané. Enfin, l'image, elle peut être transmise comme un télégramme. Il lui suffit de 3 heures pour traverser l'Atlantique. Ouais. Et on voit justement à l'image le fameux transmetteur, donc Bartlane, c'est ça? C'est ça, le Bartlane, ouais. Qui est d'ailleurs, alors, c'est une prouesse, évidemment, mais faut bien s'avouer que les images issues de la télétransmission sont assez mauvaises, en fait. Le procédé n'est pas encore d'une grande finesse. Mais finalement, ça leur permet à ces images d'être identifiées comme telles, en fait, par le public et de renforcer l'événement. Ce que dit, en fait, l'image un peu dégueulasse, c'est que l'événement a été jugé assez important pour justifier une télétransmission et que c'est sûrement pas pour rien. Non. On rejoint McLuhan. En gros, je comprends. Le médium, c'est le message. Ça veut dire qu'en fait, ici, peu importe la qualité intrinsèque de l'image, puisque la photo a été télétransmise, c'est qu'elle est importante. Puisqu'on s'est donné cette peine, c'est qu'elle est importante, forcément. C'est exactement ça. Et finalement, les défauts peuvent parfois être une qualité. En tout cas, ça transmet un message un peu comme des fois les photos floues, tu vois, d'une vedette qu'on met dans les magazines, qui suggère qu'elle a bien été faite par un paparazzi, alors qu'en réalité, ça peut être complètement truqué. Et ça fait photo volée. Kim Kardashian entretiendra le même genre d'ambiguïté actuellement avec Instagram et ses soi-disant portraits improvisés, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, ce qui est intéressant de voir, c'est que la faible résolution des images télétransmises, dans les années 30 donc, ce procédé Bartlane, en fait, il numérise les images pour les envoyer. Et on numérise les images avant même qu'on ait inventé l'informatique, dans la mesure où il encode en fait cette image à la manière d'une mosaïque. Chaque image est divisée en points, en pixels, et chacun de ces pixels est décrit selon 15 niveaux de gris. Et c'est ces informations, pixel par pixel, qui sont envoyées par télégramme, et l'image est reconstituée du coup à l'autre bout de l'Atlantique 3 heures plus tard. Là, on est sur un procédé qui est quand même pour les journaux ou pour une certaine élite. C'est pas du tout un procédé qui est encore accessible à un monsieur ou madame tout le monde. Non, clairement pas, parce que c'est très cher, c'est quand même assez long. C'est réservé clairement aux grands groupes de presse dits broadcast, qui disposent d'une très large diffusion. Et en fait, ce qui va, là où on va se rapprocher un peu plus d'un usage perso, c'est l'étape de l'électronique, en fait, dans la transmission des images. Et cette étape de l'électronique, en fait, les plus anciens d'entre nous, peut-être, l'ont déjà croisé par le biais des caméscopes. Donc, vous avez une jolie publicité là, des années 80. En fait, c'était des caméras vidéo qui enregistraient les images sur des cassettes VHS, qui sont devenues vachement vintage maintenant. Et les capteurs de lumière qui les équipaient, en fait, sont des capteurs CCD, assez similaires à ceux qu'on trouve dans les appareils photo numériques actuels, c'est-à-dire des capteurs un peu comme ça. Vous le voyez, voilà. Ça, c'est un grand capteur. Alors, sachant que, bien sûr, à l'époque, dans les caméscopes, c'est plutôt des capteurs de cette taille-là. Là, mon capteur, c'est un 24-36 de capteur d'appareil photo plutôt haut de gamme. En tout cas, c'est quoi ça ? C'est du silicium. Et le silicium, il a la particularité de réagir à la lumière en produisant de l'électricité. Donc, c'était déjà utilisé dans les caméras vidéo, et il a suffi de produire une caméra vidéo qui ne prendrait que des images fixes pour avoir, je te le donne en mille, un appareil photo électronique. Et dont les images, du coup, dématérialisées pourraient être envoyées facilement. Et ça, du coup, c'est Sony qui l'a proposé en 1989 avec le Mavica, que vous voyez donc à l'écran, un appareil photo qui permettait d'envoyer les images électroniques par téléphone. Et c'est d'ailleurs ce système, l'année de sa sortie, qui a permis à CNN de contourner la censure chinoise lors de la révolution de la place Tiananmen. Et d'envoyer la photo, donc, célébrissime. Exactement. Et surtout, alors on aurait fini par l'avoir, mais elle a pu être envoyée rapidement. Alors attention, parce qu'avec ces solutions, bien qu'elles permettent une transmission rapide des images, on est encore dans le monde d'avant, le monde analogique, et pas encore dans l'ère de l'image numérique qui permet à Kim de partager ses selfies. Donc cette histoire de la photo numérique, elle est née en même temps que ma pomme, en 1976, s'il te plaît. J'adore parler de moi, tu sais.
Je comprends. Tandis que sur les réseaux sociaux, quand même, c'est l'occasion. Donc, né en même temps que ma pomme, en 76, cette année de grâce qui voit Steve Jobs créer sa pomme à lui, Apple, et Steve Sasson Steve Sasson, en fait, créer le premier appareil photo numérique. Ouais. Un an avant, Bill Gates avait créé Microsoft. Donc, on voit que tout un système en fait numérique se met en place autour de 76. Alors, ok, Sasson est un poil moins connu que Gates et Jobs, mais pour le rassurer, un peu plus connu que moi quand même. Ouais. Donc, écoute, nous, on lui offre son quart d'heure de célébrité. C'est gentil. Tu vois, on le met à l'antenne. Il n'en avait pas forcément. C'est gentil. En plus, il mérite. Il est beau quand même avec son appareil de près de 4 kilos quand même. Ouais. Et non, c'est un garçon brillant en fait. Quand le Kodak l'embauche en 75 en tant qu'ingénieur, il a quand même que 23 ans. Et un peu stagiaire, quoi. On ne sait pas trop quoi lui faire en fait. Du coup, on le colle sur un projet un peu obscur qui vise à stocker en fait sur un support amovible les données issues d'un capteur CCD. Autrement dit, à sauvegarder l'image électronique issue du capteur, mais avec une contrainte, la possibilité d'imprimer cette image. Parce qu'on ne sait pas faire des images électroniques à l'époque. Et la solution qu'il imagine, c'est l'appareil photo numérique. Le prototype qu'il présente, qu'on le voyait tenir tout à l'heure dans ses bras, là, après un an de travail, en fait, il le produit et il est capable de générer en fait, une image de 100 pixels par 100 pixels. Magnifique. Mettant 23 secondes à s'enregistrer sur une cassette. Donc évidemment, ça paraît ridicule vu de chez nous, mais cette invention va ouvrir un nouveau continent pour les technologies de l'image. Il raconte lui-même, aujourd'hui, notre projet était irréaliste, personne n'y prêtait attention, notre budget était étriqué et peu de gens savaient même où nous travaillions chez Kodak. En d'autres termes, notre situation était presque parfaite. Ouais. Beaucoup d'humour, ce garçon. Ouais, mais pourtant, en fait, il avait tout le procédé et ça n'a pas percé sur le marché. C'était trop tôt. Oui, clairement, en fait, même chez Kodak, on s'en rend compte très vite, on lui dit bravo, tu as bien bossé, mais on voit aussi très bien les limites qui font que son invention elle est beaucoup trop précoce pour le marché. Il raconte encore donc, les discussions qu'il y avait chez Canon. Ce prototype, chez Kodak, ce prototype suscita de nombreuses questions en interne auxquelles nous n'étions à l'époque pas capables de répondre. Quand un tel concept pourrait-il être mis à disposition du consommateur? Pourquoi quelqu'un aurait-il envie de regarder ses photos sur son écran de télévision? À quoi pourrait ressembler un appareil photo électronique? Des questions assez étonnantes en fait, qui paraissent d'un autre âge, le mien en l'occurrence, mais qui soulignent à quel point cette invention elle était trop neuve pour trouver un marché. Ouais. Alors, là où il faut reconnaître quand même la ténacité de Kodak, c'est qu'il continue quand même chez Kodak à creuser vaillamment cet axe de la photo numérique, en étant la seule entreprise durant toutes les années 90 à proposer des appareils extrêmement chers. Là, vous avez le DCS, par exemple, à l'image. Et ces appareils sont essentiellement destinés aux photojournalistes qui ont besoin de transmettre leurs images rapidement. Les entreprises japonaises, plus malignes, qui observaient tranquillement Kodak s'épuiser à tenter sa chance dans ce domaine, décident, elles, finalement de s'y lancer quand le marché et la technologie leur semblent mûrs. Et c'est en 99 avec le Nikon D1. Donc, oui. Voilà, le fameux 3 millions de pixels quand même. Ouais. Très Ils se sont fait rafler au poteau quand même. Ah oui, de toute façon, l'histoire de Kodak, ce serait une chronique en soi, parce que ça a été quelque chose quand même, cette faillite. En tout cas, à partir de la sortie du D1, fin des années 90, toute la décennie 2000 voit le raz-de-marée numérique s'abattre sur le monde de l'image. Et deux dates essentielles vont façonner dès lors le nouvel usage de la photographie dans lequel s'inscrit Kardashian. 2007, qui est l'aboutissement du projet Purple, fomenté par Steve Jobs, donc réunir pour la première fois ordinateur, appareil photo et téléphone tactile, ce qui donne l'iPhone. Et en 2010, c'est le lancement pour l'iPhone, justement, de l'appli Instagram, donc, mot valise, réunissant Instant Camera et Telegram. En somme, ce que proposait déjà le procédé Bartlane en 1925, mais qui était réservé, on l'a dit, à la diffusion broadcast. Alors qu'ici, chacun peut se l'approprier. Et comme dit YouTube, broadcast yourself. Et là, tu vas me dire, et Kim dans tout ça? Et Kim dans tout ça? Quand même, merci. Et Kim dans tout ça, elle boucle
notre balade historique, hein, en quelque sorte. Cette balade qui, à l'orée des années 2010, hein, voit la photo devenir un Eldorado à rentabiliser, comme ça a souvent été le cas dans son histoire. En 2012, quand Kim donc, se lance sur Instagram, le réseau il est racheté par Facebook pour nourrir ses programmes d'intelligence artificielle avec les milliards d'images mises en ligne, spontanément associées en plus à des hashtags qui les décrivent. Ils sont malins, hein, une véritable mine d'or gratuite pour entraîner les algorithmes. Sans parler du ciblage publicitaire, hein, rendu possible par la collecte de ces données, bien sûr. Et pour nourrir la bête, il faut entretenir l'audience. Et Kim, dans ce schéma-là, devient la figure de proue de cette nouvelle économie de l'attention, hein, fondée sur la promotion de l'image de soi comme produit. Et elle systématise pour cela cette nouvelle forme d'autoportrait qu'on appelle le selfie. Alors, tu me connais, hein, j'ai essayé de comprendre sa singularité un peu à Kim Kardashian, parce que quand même, pas pour rien, la photographe la plus connue du millénaire. Donc, pour essayer de comprendre cette singularité, je me suis amusé à la comparer au premier autoportrait photographique de l'histoire qui avait été pris par Bayard en 1839. Dont tu avais parlé dans une précédente chronique. Que j'adore, hein, parce que j'ai eu la chance de le voir en vrai, hein, dans les collections de la SFP il y a quelques mois, ce qui est quand même assez... j'ai des frissons encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Que tous les deux, déjà, sont des mises en scène de soi, mais avec des objectifs et des stratégies vraiment différentes. Bayard, qu'on voit à gauche, vous en doutez, il pose en noyer, simulant un suicide, car l'État français a refusé de lui acheter son procédé photographique au profit de Daguerre, que l'histoire retiendra, hein, principalement. Et dans son autoportrait, il revendique une fiction en même temps que sa position de loser. Chez lui, finalement, le simulacre de la mise en scène révèle une vérité touchante, hein, que je trouve en tout cas très touchante, c'est sa déception profonde vis-à-vis de l'histoire. Chez Kardashian, à ma droite, qui se présente elle-même comme la winneuse du système, hein, on est censé être dans le réel. Et pourtant, tout semble simulacre. Ces photos, bien qu'elles soient très produites, hein, apparaissent comme de simples snapshots intimes, familiaux, petites fêtes entre amis, hein, dans le monde éthéré de l'Olympe médiatique. Rien n'a l'air vrai derrière le simulacre. Et je pense que c'est justement ce qui le rend si léger et si attirant. D'où mon hypothèse. Si le selfie est devenu un tel académisme, c'est qu'il est plus engageant d'imiter une winneuse, fût-elle factice, qu'un loser authentique, fût-il un génie. Du coup, grâce à Kim, on se glisse chaque jour avec délice, hein, dans ce monde simulé, dans le partage instantané de nos plus beaux duckface, dans la douceur, enfin, d'une nouvelle photogénie de l'Instagrammable qui s'applique à nos vies, nos voyages, nos familles, nos visages aussi. Instagrammable, tu t'en parles un petit peu comme presque un concept. Tu pourrais dire un petit peu ce que tu entends, toi, par ce terme ? C'est de la normativité, hein, comme Kodak, dont on parlait tout à l'heure, l'imposait aussi, hein, à travers ses publicités. Et pour répondre un peu en creux à ta question, je ne suis pas sûr que l'autoportrait déprimé de Bayard soit très Instagrammable, clairement. Bien que pour ma part, hein, j'adorerais que Kim fasse ce genre de canular autocritique, comme finalement elle l'avait fait avec Selfish, hein, en tout cas à mes yeux. Parce qu'après tout, la photographie, c'est toujours une histoire de point de vue. Et pour ma part, comme je suis un peu joueur, j'ai choisi de considérer l'ensemble de son œuvre comme une vaste farce à l'ironie assumée, ce qui en fait, à mes yeux, en vrai, une héritière authentique de Bayard et une sacrée blagueuse. Mais surtout, la vraie question qui, moi, m'interroge, c'est combien de temps encore pour atteindre le top 10 et rejoindre enfin le panthéon des héros du XXIe siècle aux côtés de Kim. Eh bien, écoute, on a un peu travaillé la question en coulisses. Pour arriver à 362 millions, on va demander l'aide du chat. Il te faut petit A, participer à 100 épisodes de grand format. Ça dépend de toi, ça, alors. Petit B, il te faut 7 millions d'années, 7 387 747 années de 3 mois, 2 jours. C'est un peu moins jouable, ça. C'est un peu moins jouable, du coup. Ou, on se posait la question en coulisses si tu avais pensé à la sextape. Oui, c'est une très bonne idée, ça.
Dites-nous, va falloir juste que je convainque ma mère de la publier, quoi, en fait. Je ne veux pas savoir. En tout cas, vous pouvez nous dire sur le chat, je vous aide. La bonne réponse n'est pas la C. Merci. La bonne réponse n'est pas la A, quoique, peut-être. Il te faudrait effectivement, on a fait le calcul, 7 millions d'années à peu près, en commençant maintenant. Donc, si vous avez pris en compte dans le calcul le phénomène viral de cette émission de ce soir, c'est pas bon pour nous, en fait. On a réduit à 6 millions dans ce cas. Si on réduit En tout cas, merci infiniment pour cette chronique dont le titre pouvait paraître un brin aguicheur, mais qui nous invite à un voyage que je trouve très érudit et que tu sais rendre passionnant en plus dans le ton et dans la façon dont tu le traites sur toute la technique, les techniques de transmission des images qui font que maintenant, effectivement, on peut envoyer une image quasi immédiatement. Hyper hype, effectivement, à la base. À l'autre bout du monde. Donc, superbe. Je pense que pour clore cette émission, on peut rappeler Sabrina qui a attendu avec nous en coulisses. Voilà, qu'on puisse se dire au revoir tous les trois. Merci beaucoup à vous, parce que j'ai passé un très bon moment dans cette émission. Je ne sais pas si Sylvain peut, pour la dernière, passer faire un petit coucou. Nous rejoindre. N'a pas été et pas encore passé. Merci à vous qui avez suivi l'émission. On se retrouve en septembre. Il veut pas en fait, hein. Il veut si, je suis là, mais je suis dans l'obscurité. Donc, je suis la voix. La voix. C'est bien, c'est la voix. Sandrine, on vous dira les prochains invités. On a beaucoup de monde dont on aimerait vous faire découvrir le travail ou avec qui on aimerait avoir des discussions. Voilà, on vous en dira plus tout début septembre. Passez en tout cas tous de très très belles vacances. Merci encore Vincent, merci encore Sabrina, merci. Avec Sylvain, merci à tous. Merci à vous tous sur le chat. Vous avez été nombreux. C'était super de vous avoir dans cette émission long format qui portait bien son nom parce qu'on a fait 1h45 quand même. C'est pas mal. Mais c'était super intéressant. Et c'était super intéressant. Moi, j'ai pris un grand plaisir. Merci à tous. Portez-vous bien. Passez de bonnes vacances et on se retrouve avec grand plaisir à la rentrée. Ciao tout le monde. Bel été. Salut. Ciao. Bel été.